La menace terroriste en France, on a appris il y a quelques heures qu'un nouveau projet d'attentat avait été découvert et 2 mineurs ont été arrêtés au début du mois. Le service police-justice de BFM TV va nous donner davantage d'informations sur ce qu'il s'est passé et sur le profil surtout de ces 2 mineurs, parce que dans ce genre d'affaires, eh bien, c'est de plus en plus souvent ce genre de profil qui est impliqué. On verra d'ailleurs les chiffres par procureur antiterroriste nous en avait donné quelques-uns il y a quelques semaines maintenant, et cette affaire, elle le démontre encore une fois. Pauline Revenat nous a rejoint. Que sait-on sur cette affaire? De qui s'agit-il exactement? Alors, il s'agit de 2 mineurs qui ont été interpellés fin juillet en région parisienne et qui ensuite ont été mis en examen à l'issue de leur garde à vue pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Que leur reproche la justice? La justice les soupçonne d'avoir fomenté des projets d'action violente avec au moins 2 cibles, la Tour Eiffel et une synagogue, d'avoir voulu également partir en terre de djihad et d'avoir fait de la propagande djihadiste. Voilà donc les informations dont on dispose. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des profils qui interrogent, c'est-à-dire que ce sont des grands mineurs ou de jeunes majeurs à peu près à la frontière en dessous ou au-dessus de 18 ans, là en l'occurrence en dessous de 18 ans. C'est 15 et 17, c'est voilà, ça qui se radicalisent notamment avec une très forte consommation de contenu sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, des contenus évidemment à valeur, à grande connotation de propagande djihadiste, et tout ça avec ces algorithmes, eh bien ils se nourrissent un peu en intraveineux, si je peux dire, et c'est pas des profils classiques. Ce qui est intéressant, c'est que quantitativement c'est en augmentation et que c'est un profil qui inquiète particulièrement les autorités françaises. Est-ce qu'on sait comment ils se sont rencontrés, comment ils ont été mis en contact l'un avec l'autre? On cite souvent les messageries cryptées, on cite souvent le fameux dark web. Non, ceci on ne le sait pas, mais dans les autres affaires précédentes, effectivement, souvent ça passe par des messageries cryptées. Ça peut être aussi transfrontalier, c'est-à-dire que c'est pas forcément que du franco-français. De temps en temps, il y a des connexions avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec d'autres pays. Oui, la Belgique, dit François. La Belgique, oui, parce qu'il y a un procès qui arrive en septembre avec 3 adolescents qui vont être jugés pour avoir planifié, eux, ils avaient 14 et 15 ans, de faire exploser un camion contre le bâtiment de l'ambassade israélienne en Belgique. Donc les connexions, elles existent, la consommation, elle existe, et maintenant comme c'est une préoccupation majeure, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut lutter contre ça, et c'est pas évident parce que les plateformes, vous le savez, ont un peu de mal à coopérer avec la justice. Ils font comment les policiers d'ailleurs? Dites-nous un peu alors secret, évidemment, on ne va pas tout dévoiler, mais ils arrivent à s'infiltrer sur ces messageries, dans les groupes, dans les boucles. Ils remontent quand même assez facilement, et le message pédagogique qu'il faut faire passer quand même, c'est que même derrière votre écran, vous serez inquiété. En fait, on ne diffuse pas, on ne fait pas de propagande comme ça, on arrive à remonter à vous, et puis tous les messages sont effectivement géolocalisés, cryptés, répertoriés, et c'est cette matière-là qui va du coup permettre aux enquêteurs à un moment donné de dire attention, le projet est suffisamment avancé, suffisamment nourri. La seule chose, c'est que comme ce sont des mineurs, il y a des projets, il y a des constructions intellectuelles, mais souvent dans la mise en concrétisation, il manque, et heureusement pour nous, l'achat d'armes, d'explosifs, parce qu'il y a encore une législation très restrictive sur cette manière d'en obtenir. Et les policiers doivent attendre d'avoir un certain nombre d'éléments vraiment probants, et ils doivent jauger quelle est la bonne limite, le bon moment pour et là, visiblement, ça l'était, c'était donc fin juillet. Alors, c'est vrai, vous nous avez parlé du profil de ces suspects, des mineurs âgés ou des jeunes majeurs. C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment les définir, et on en retrouve de plus en plus. Écoutez ce que nous disait sur BFM TV le procureur antiterroriste il y a quelques semaines. Si habituellement nous avions entre 2, 3, 4 mineurs qui étaient mis en examen par an pour des faits de terrorisme, nous en avons eu 15 en 2023, 19 en 2024, et ce n'est pas un phénomène qui est propre à la France. Il y a une très forte recrudescence de la propagande, et tant dans sa qualité que dans la façon dont elle cible certaines personnes, donc propagande qui émane des grandes organisations terroristes. Et cette propagande cible spécifiquement les plus jeunes. Et c'est vrai que ces profils, ils posent des questions sur le plan strictement juridique. Une avocate est avec nous, c'est Catherine Zwark, qui est spécialisée dans ce genre de sujet, notamment dans la défense des victimes du terrorisme. Merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis Montpellier. Maître, alors,
Est-ce que vous l'avez constaté dans les affaires sur lesquelles vous vous retrouvez impliqué, la présence de plus en plus fréquente de ce type de profil, de ces mineurs âgés ou jeunes majeurs? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, il y a vraiment une importance tragique de la présence des mineurs dans les dossiers terroristes, mais ça fait quand même de nombreuses années que ça a évolué, c'est pas hier. Je pense que chaque acteur en la matière le sait. Et c'est vraiment dangereux parce que ces personnes, avec les réseaux sociaux, sont complètement en proie à une radicalisation rapide, violente et dangereuse. Est-ce que la justice, de votre point de vue, est suffisamment armée pour s'attaquer à ce genre de profil? Est-ce que la législation a changé ces dernières années et est-ce qu'il faut la changer encore davantage? Alors, la justice est armée. La loi, c'est pas la peine de faire des lois qui vont de toute façon rien apporter de plus. Aujourd'hui, on a des mécanismes, notamment l'association de malfaiteurs terroristes, qui permet de neutraliser quasiment au stade de l'intention terroriste. Donc oui, la justice est armée. Je pense pas que la création de nouvelles lois pourra aider. On voit aussi que les services de renseignement, le parquet national antiterroriste et les forces de l'ordre peuvent agir aussi de concert, et on le voit aujourd'hui. Et je pense que même si ça nous préoccupe, parce que ça montre que le terrorisme est toujours vivant et inquiétant, la menace terroriste, eh bien on peut aussi avoir un espèce de soulagement en voyant que finalement ça fonctionne bien, le système et les mécanismes fonctionnent bien, puisque cet attentat a pu être déjoué. Je vous demandais aussi si la justice elle est suffisamment armée face à ce genre de profil, face à des mineurs, parce qu'on sait que la loi, elle ne s'applique pas de la même façon selon qu'on est mineur ou qu'on est majeur. Exactement. La loi ne s'applique pas de la même façon pour la simple et bonne raison qu'on a affaire à des mineurs qui sont protégés et que la justice, normalement, a pour but de les éduquer, de les réinsérer, mais aussi de les sanctionner. Et en l'espèce, ils risquent la moitié de la peine maximale prévue pour un majeur, sauf quand la juridiction de jugement estime que elle doit faire enlever l'excuse de minorité par une décision spécialement motivée. Donc oui, la justice est armée, même en matière de mineurs, même s'il y a une discussion entre la justice terroriste et la justice des mineurs, avec un dialogue qui va plutôt dans le sens de la répression, tout de même, en la matière. Autre point pour conclure, vous qui côtoyez forcément de près les personnes qui sont impliquées dans ce genre d'affaires, parlez-nous des parents. Est-ce qu'en général, ce sont des parents qui sont dépassés, qui laissent faire ou qui encouragent? Eh bien, il y a de tout. Faire une réponse générale sur ce problème serait faux. Il y a des familles dans lesquelles il y a une radicalisation qui est familiale et qui va vers un islamisme violent, et des familles qui sont toutes étonnées parce qu'ils se rendent compte que leurs adolescents, en quête de sens, en quête de violence, en quête d'héroïsation qui leur est donnée par les réseaux sociaux, eh bien, ils vont partir dans un chemin qu'ils n'avaient pas imaginé au départ. Et ses parents sont dépassés et parfois ils demandent à la justice de les aider, de les aider, dénoncer leurs enfants.